La radio HD FM, la voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés. Mesdames et messieurs, distingués invités, très chers auditeurs, la radio Humanité et Développement, HDFM, bonjour et bienvenue à ce débat en marge du Forum des ministres en charge de l'action humanitaire du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Donc, dans la continuité de l'esprit du forum, ce débat portera sur le thème suivant. Face à la réduction des ressources humanitaires, quelle stratégie pour répondre aux besoins des communautés de façon efficace et efficiente? Donc, avec nous pour comprendre cette thématique, j'ai l'honneur de recevoir Monsieur Hassan Mohamedi du FONGIM. Le FONGIM, pour rappel, c'est le Forum des ONG internationales. À ma gauche, il y a Monsieur Almihdi Agouakina, le président de la PONA. La PONA, c'est la plateforme des ONG nationales actives dans l'humanitaire au Mali. Enfin, à côté, vous avez aussi Monsieur Lompo Yandi, chargé de l'humanitaire au secrétariat permanent des ONG au Burkina Faso, SPONG. Donc, monsieur, bonsoir et bienvenue à ces débats. Donc, nous allons, courant ces débats, évoquer un peu le contexte humanitaire qui prévaut dans nos deux pays et aussi parler un peu des stratégies innovantes d'adaptation à ces contextes-là. Et dans la foulée, nous allons évoquer le financement et aussi, enfin, la redevabilité. Donc, déjà, je vais peut-être vous laisser la parole pour brièvement vous présenter chacun pour que les auditeurs puissent mettre un nom sur vos voix. Donc, on va commencer par Monsieur Lompo. Donc, à vous la parole. Ok, merci. Comme vous l'avez dit, je suis Lompo Yandi, chargé de l'humanitaire au secrétariat permanent des organisations non gouvernementales, le SPONG au Burkina, qui est une plateforme mixte d'ONG, associations, fondations locales et internationales, donc avec 329 membres. Et c'est un honneur pour nous d'être associés à cet événement. D'accord, merci beaucoup. Donc, Monsieur Hassan, à vous. Bonjour à toutes et à tous. Hassan Mohamedi, le directeur exécutif du Forum des ONG internationales au Mali, qui réunit donc, comme son nom l'indique, les ONG internationales actives au Mali. Et on a actuellement 110 membres. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Hassan. Donc, on passe la parole à Al-Mehdi pour nous parler brièvement du... Bonjour, Dr Al-Mehdi Agouakina, président de la plateforme des ONG nationales actives dans l'humanitaire au Mali PONA, avec à peu près 152 ONG membres et en même temps directeur de l'association malienne pour la survie au Sahel, AMSS. Voilà, donc pendant que vous avez la parole, Monsieur El-Mehdi, nous allons commencer par vous en vous adressant la question suivante. Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu un peu sur la situation humanitaire de façon générale au Mali? Merci. La situation humanitaire au Mali, c'est quand même... nous constatons de plus en plus quand même que la situation, surtout en termes de besoins humanitaires, s'accroît au fil des années, et avec toujours des déplacements continus des populations. Et lorsqu'on parle de déplacement des populations, ce qui signifie que les besoins accroissent. Et dans ce contexte, l'espace humanitaire se rétrécit davantage et aussi les questions d'accès aussi se posent et nous voyons aussi vraiment le rétrécissement du financement du plan de réponse humanitaire au Mali, parce que nous sommes aujourd'hui au mois d'août et nous n'avons pas atteint encore 40% ou même 30% du financement qui était requis. Donc c'est une situation très préoccupante. Malgré tous les efforts qui se font, il y a quand même un contexte de plus en plus compliqué, notamment dans certaines zones où la situation d'insécurité alimentaire est de plus en plus pressante. Ok, d'accord. Merci. Merci beaucoup. On l'a compris avec vous. La situation est très préoccupante. On va passer la parole à Hassan pour continuer un peu cette réponse en nous parlant un peu de l'état dans lequel se trouvent les organisations internationales dans ces contextes-là. Comment est-ce que vous parvenez à atteindre vos objectifs, à mener vos activités? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette question. Effectivement, la situation est complexe, comme l'a mentionné
Dr El Mehdi, mais le point positif, c'est qu'on peut continuer à travailler au Mali. On a beaucoup d'organisations à la fois internationales et ONG nationales qui interviennent sur presque l'entièreté du territoire malien, malgré les défis d'accès. Donc on insiste beaucoup sur la nécessité d'avoir des financements. Ça, c'est le nerf de la guerre, avec la suspension récente des financements américains, des réductions annoncées par plusieurs bailleurs internationaux. On est vraiment dans une situation complexe. Là, les opérations qui ont dû être arrêtées dans certaines zones du nord et du centre l'ont été à cause de la perte de financement, pas à cause des conditions d'accès, etc., où il y a toujours une marge de manœuvre, des possibilités de négociation pour pouvoir accéder aux populations les plus vulnérables. Donc je dirais qu'il y a une capacité opérationnelle assez importante ici au Mali, et on tient aussi à souligner l'excellente collaboration avec les autorités étatiques, que ce soit ici à Bamako avec les ministères notamment techniques, mais également au niveau des régions. Donc il y a vraiment une bonne collaboration avec les autorités locales pour pouvoir mettre en œuvre nos activités. Après il y a les questions aussi de changement climatique, etc. On a vu les inondations l'année dernière qui ont causé pas mal de difficultés, qui ont impacté plus de 800 000 personnes au Mali. Donc on a été avec les ONG nationales vraiment on a essayé de répondre au mieux aux besoins des populations, mais voilà, moi je dirais le grand défi, c'est la raréfaction des ressources, une multiplication des crises aussi dans le monde, qui fait que le Sahel central, notamment le Mali, n'est pas forcément la priorité de la communauté internationale, malheureusement. D'accord. Est-ce qu'on reste toujours avec vous? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces bailleurs? Quels sont les principaux bailleurs? Parce qu'on entend parler des bailleurs qui se seraient retirés et tout. Est-ce que vous pouvez nous édifier un peu sur cela? Le principal bailleur pour la réponse humanitaire au Mali, c'était les Américains via USAID, donc qui n'existent plus. Les Américains restent engagés sur certains projets et on espère qu'ils reviendront avec la nouvelle structure humanitaire qui va être mise en place. Après, il y a les bailleurs européens aussi qui continuent de s'engager, mais avec des contraintes aussi budgétaires liées aux politiques internes et nationaux. Donc un peu les Européens, les Américains et les Canadiens aussi sont engagés ici au Mali. D'accord, donc je suppose que c'est une situation générale dans le Sahel et même au-delà. Donc on va continuer la réflexion avec vous en vous adressant à la question suivante. C'est sur les alternatives locales ou régionales que vous avez peut-être développées au Burkina Faso et qu'on pourrait reprendre ici au Mali pour être toujours efficace dans la réponse humanitaire. Alors, ce qu'on doit relever, il n'y a pas une situation Burkina, une situation Mali, Niger ou autre. La question humanitaire aujourd'hui, le contexte est partagé, que ce soit en termes de financement et les autres défis. Il a parlé de USAID avec BHE qui finançait, l'Union européenne avec ECHO, FCDO et tout. Il y avait des fonds comme le fonds humanitaire régional, le fonds CERF qui est une contribution des États membres. On peut aussi parler de SRF, tout ça c'était des paniers pour pouvoir financer. Mais aujourd'hui, avec la réduction, on réfléchit à des mécanismes endogènes de financement. Voilà, donc du financement privé qu'il faut arriver à mobiliser et capter. Financement des entreprises à travers ce qu'on appelle la responsabilité sociale des entreprises, mais aussi le mécénat local où il faut mobiliser pour pouvoir accompagner la réponse humanitaire. C'est vrai qu'on ne peut pas combler les gaps, mais quand même c'est déjà un bon départ qu'au niveau local on puisse trouver des fonds pour accompagner. Mais derrière ça, moi je voulais plutôt parler de questions de localisation qui est aussi une solution. Oui, juste pour dire que le fait pour nous aujourd'hui de pouvoir mettre des acteurs locaux au centre, ça permet vraiment d'apporter plus la réponse. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Vous me donnez la transition parfaite. Monsieur Al-Mehdi, je reviens vers vous. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des approches communautaires pour renforcer même l'impact de ces interventions? Où est-ce qu'on en est avec la localisation? Merci. Par rapport à la localisation, comme c'est vraiment aujourd'hui une thématique sur laquelle la PONA s'est beaucoup engagée, parce que nous pensons que la localisation est un élément irréversible aujourd'hui dans le contexte où nous nous trouvons. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même des solutions endogènes pour faire face aux problématiques qui se posent en matière de financement. Et c'est pourquoi
il faut davantage responsabiliser les acteurs nationaux et même les organisations communautaires de base, parce que nous pensons que c'est là qu'on peut avoir des solutions alternatives pour faire face à ces problématiques. Donc, par rapport à la question de localisation, nous avons déjà, par exemple, un comité de pilotage par rapport au baromètre sur la localisation. Donc, ce comité de pilotage, normalement, doit désigner un comité technique qui va travailler sur le draft de la stratégie nationale en matière de localisation, ce qui va nous amener vraiment à avoir un document plus exhaustif qui sera vraiment à la portée du ministère de la Santé et du Développement social pour avancer sur cette question de localisation. Et je pense que nous avons une opportunité parce que plusieurs organisations internationales et même des agences des Nations Unies se sont engagées dans ces processus de localisation. Et même aujourd'hui, au niveau de la coordination, cette question de localisation est vraiment mise en avant pour parler même de cette question de restructuration avec ces coupes budgétaires. Donc cette localisation aujourd'hui est incontournable pour vraiment avancer sur les problématiques du moment. D'accord, merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Donc Hassan, je reviens vers vous. On va parler un peu de façon concrète du bilan de la localisation. Maintenant, quelles sont les stratégies que vous, ONG internationales, où est-ce qu'on en est avec ça? Quelles sont les stratégies que vous avez développées? Mais pour les ONG internationales, il va de soi que la question de la localisation est une priorité. La majorité de nos ONG internationales travaillent avec des partenaires nationaux et locaux. Beaucoup sont aussi dans le faire-faire. On a beaucoup d'ONG internationales qui n'ont que des partenaires de mise en œuvre sur le terrain. En fait, ils ont des bureaux ici à Bamako et ils s'appuient sur des partenaires locaux pour mettre en œuvre le projet. Donc eux s'assurent du bon suivi de la mise en œuvre de projet, du reporting, de la bonne gestion financière du projet pour pouvoir faire un reporting de qualité aux bailleurs internationaux. Donc il y a aussi après la question du renforcement de capacité dont on parle régulièrement, mais ça c'est quelque chose qui est essentiel, même si ça ne s'adresse pas à toutes les ONG nationales et locales, parce que certaines ONG comme AMSS ou même AMSON, je pense qu'en termes de renforcement de capacité, elles sont déjà à un niveau extrêmement élevé, elles n'ont pas forcément besoin du soutien d'ONG internationales, mais pour d'autres elles ont besoin, notamment en termes de recherche de financement, parce que ça encore une fois c'est le nerf de la guerre, pour pouvoir maintenir en vie ces ONG locales et nationales, pouvoir payer des staffs correctement pour qu'ils puissent vivre dignement. Il faut les payer, c'est aussi simple que ça, et pour ça il faut avoir des financements. Et la question des financements, je pense que je reviens encore sur ça, c'est essentiel, et je pense que là où on a un accompagnement à apporter aux ONG nationales qui ont la connaissance du terrain, qui ont l'expertise, qui ont l'accès dans des zones extrêmement difficiles, c'est l'accès aux bailleurs internationaux que nous on a parce qu'on est des ONG internationales, donc on a les portes ouvertes au niveau des différentes capitales occidentales, donc c'est faciliter aussi l'accompagnement dans la rédaction des propositions, dans les reporting qui est très important, faire un reporting de qualité, et notamment le reporting financier qui est vraiment aussi quelque chose de vraiment stratégique. Après, je pense que la localisation, on en parle, elle existe déjà. Il y a beaucoup d'ONG nationales, notamment au Mali, je pense aussi au Burkina, au Niger, qui existent depuis longtemps, qui ont des financements internationaux, qui mettent en œuvre des projets d'envergure comme AMSS et qui n'ont pas forcément besoin d'aide ou d'accompagnement. Ça serait plutôt l'inverse. D'accord, ok, merci. C'est très bien noté. Donc dernière question que je vais adresser à monsieur Lompo. Donc, et qui vous est adressé indirectement aussi à tous, vous pouvez tous réagir à la question, c'est quelles sont les stratégies qu'on peut développer pour impliquer davantage les bénéficiaires de façon à garantir la transparence et la redevabilité dans un contexte de raréfaction des ressources humanitaires. Ok, oui. Voilà. Et avant de parler redevabilité, je voudrais, Hassan a utilisé un terme, comme on parlait localisation, il a parlé de faire. Voilà, donc dans cette construction de localisation, on voudrait plus qu'on parle de co-construction que de partenaires de mise en œuvre ou du faire. Voilà, je voulais juste relever cet élément. Par rapport à l'implication des communautés, je pense que ça a été aussi l'un des engagements du Grand Bargain, donc pouvoir impliquer ces communautés, parce que ce qu'il faut dire, ce sont
d'abord des personnes qui étaient dans leur localité, qui n'avaient pas besoin d'un appui pour pouvoir se prendre en charge de façon autonome. Mais avec le choc, donc ils ont perdu, j'allais dire, leurs moyens de subsistance, ils ont quitté la localité, donc ils sont devenus vulnérables et ils ont besoin d'être accompagnés. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de capacité. Donc aujourd'hui, c'est vraiment comment on les implique, comment on prend en compte leurs besoins, comment est-ce qu'ils arrivent à contribuer même à la formulation donc, des projets. Donc actuellement, ce qu'on est en train de faire ou renforcer, c'est vraiment impliquer les leaders communautaires dans tout ce qui est conception de projets. Docteur Elmedi a parlé des associations à base communautaire. Ce sont des initiatives des communautés. Donc déjà, eux, on doit les intégrer. Et dans la formulation des projets, on a l'obligation d'aller discuter avec les communautés pour mieux adresser, j'allais dire, les difficultés qu'ils ont sur le terrain, comprendre les besoins pour pouvoir mieux élaborer les projets. Donc il y a cette consultation à faire et même je pense qu'on peut faire des consultations au niveau village pour mieux comprendre et cette question de mettre en place aussi des mécanismes qui leur permettent de pouvoir intervenir. Donc, mécanisme de feedback, donc qui permet à la communauté de dire est-ce que l'intervention, est-ce que ça cadre avec ce qu'ils veulent ou pas, et s'il y a des problèmes, comment ils arrivent à faire remonter. Donc, c'est tous ces mécanismes-là qui permettent aussi d'impliquer la communauté dans nos projets. Merci beaucoup pour cette réponse très fournie. Je ne sais pas si les autres débatteurs ont un mot à ajouter. Peut-être juste un mot très rapide. Il y avait un centre de recherche américain, le Centre pour la recherche sur le développement, qui avait développé en fait une étude sur comment en fait réformer le système humanitaire au niveau international. C'était 5 ans de recherche avec des enquêtes de terrain, etc. Et ils étaient venus avec 2 propositions que moi je trouve vraiment essentielles et qui ne sont pas forcément mises en œuvre. C'est par exemple de mettre en place dans les différentes soit structures humanitaires qui mettent en œuvre des projets une sorte de conseil consultatif avec les bénéficiaires, avec les représentants des bénéficiaires, donc qui se réuniraient, je sais pas, une fois tous les 6 mois et qui partageraient en fait leur ressenti, leur vécu sur l'efficacité ou non de la mise en œuvre des projets, la pertinence ou non des projets. Donc donner la voix, pas forcément avec les mécanismes de feedback qui sont extrêmement importants, mais mettre en place ces conseils consultatifs. Voilà, pour des gros projets qui sont mis en place dans les régions, on sélectionne des représentants des déplacés internes, des représentants des populations vulnérables. Elles pourraient siéger dans ce conseil-là, qui permettrait que leur voix soit entendue avec le senior management qui sont décisionnaires au sein des organisations. D'accord, merci beaucoup. Non, merci. Je pense que c'est une thématique extrêmement importante. Et je pense que nous aurons l'occasion encore d'en débattre de plus sur cette thématique parce que les populations doivent être au centre de tout ce que nous faisons. Si on parle des communautés, elles doivent être présentes dans tous les processus. Et je pense que c'est ce qui doit animer tout acteur humanitaire. Donc, le travail doit être centré sur la communauté. Merci beaucoup. Donc on arrive donc au terme de ces débats. Nous remercions nos chers auditeurs pour leur attention. Merci beaucoup. Merci. La radio HD FM, la voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés.